Sylvain Tesson, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de votre passage en Suisse romande. Un ouvrage fraîchement publié chez Gallimard Équateur, Le grimpeur et le grognard, échange épistolaire entre Régis Debray et vous. 32 ans vous séparent et pourtant vous dites « Je ne suis pas sûr que nous soyons d'une génération différente ». Quelle serait cette génération commune ? La génération des êtres qui considéraient que la manière la plus intéressante de comprendre à la fois la condition humaine et d'explorer ses propres interrogations se trouve dans les livres. D'abord, ça c'est quelque chose qui nous unifie. Et on a cherché d'ailleurs, Régis Debray et moi, davantage les points de convergence que les points de dissonance entre nous. Alors des points de dissonance, il y en a beaucoup. C'est ce qui constituait notre algarade épistolaire. On a essayé de trouver les fractures dialectiques entre nous, notamment celles qui concernent le goût qu'il a, lui, pour l'histoire et moi pour la géographie. Mais on s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui nous coiffait et nous rassemblait, c'était l'amour du verbe, des lettres et de la poésie. Et il reste fréquentable pour vous, car en homme de gauche, ce n'est pas un social-démocrate pur sucre, et ça doit vous rassurer, Sylvain Tesson. D'abord, il a toujours, lui, défendu des positions qui, de facto, le plaçaient dans le camp des infréquentables, puisqu'il s'est toujours attaché à... enfin, pas toujours d'ailleurs, puisque c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a une espèce de parcours de la métamorphose, à la fois intellectuelle et presque peut-être spirituelle, mais enfin, je ne veux pas parler pour lui, il le fait bien mieux que quiconque dans cet échange de lettres, mais l'infréquentabilité, c'est la moindre des politesses pour un être qui se prétend à la fois littéraire et poétique. Lui a pensé qu'il fallait intervenir sur le champ politique et pas moi. Alors c'est ça finalement notre grande fracture, c'est que lui a voulu agir dans l'histoire, moi j'ai voulu disparaître dans la géographie. Vous, quel rapport vous entretenez à la politique précisément ? Est-ce que vous avez un jour cru en la politique ? Non, le rapport le plus lointain possible. Pour une raison très simple, c'est que ma complexion, à la fois humaine, spirituelle et peut-être intellectuelle, bien que ce soit un grand mot pour moi, me fait beaucoup me méfier des abstractions. Moi, je ne considère pas du tout l'humanité comme un ensemble de sociétés qu'une organisation théorique peut amener vers le salut. Je ne m'intéresse qu'aux individus, je m'intéresse aux choses. Je suis un contemplateur, je m'intéresse aux êtres humains que je rencontre, je m'intéresse à ceux qui m'intéressent, je m'intéresse à ceux que j'aime. Je ne considère pas du tout les ensembles. Et n'étant pas un être ni de l'abstraction, ni de l'ensemble, eh bien je ne pouvais pas m'intéresser à la politique, parce que c'est la politique, c'est la tentative de proposer dans le champ social une théorie qui viserait à essayer d'organiser le plus grand nombre. Et, or moi, le plus grand nombre me fait peur. Moi, je pense que la masse est une arme, je m'en garde, et je ne serai de toute façon pas capable de proposer à un ensemble humain une théorie générale. Pourtant, vous êtes un objet politique, Sylvain Tesson, alors on vous place volontiers à droite, voire à l'extrême droite. Ça, c'est la médaille ultime. Quand on vous qualifie d'extrême droite, comment on le prend ? Non, mais on ne m'a pas qualifié d'extrême droite. C'est un journaliste très approximatif qui s'appelait, je crois, M. Krag ou M. Krug ou M. Krupp. Enfin, il avait un nom comme ça de champagne ou de canon allemand, je ne me souviens plus. Et alors, dans une langue assez approximative, il a fait un livre en disant ça, parce que, si vous voulez, quand on n'attaque pas la pensée ou quand on est un peu paresseux, on vous flanque, on vous étiquette, on vous range dans des catégories d'entomologie qui sont assez pratiques, puisque le simple énoncé de ce terme d'extrême droite permet l'anathème qui exclut ensuite toute discussion, toute possibilité de se défendre d'ailleurs. Alors là, ça a fait franchement long feu, à part en Suisse d'ailleurs,
où les jeunesses socialistes, je ne savais pas que ça existait en Suisse, avaient, mais ça remonte à quelques années, fait des campagnes en vue d'empêcher mes interventions dans les écoles. C'était assez étonnant de voir comme ça des êtres si sensibles à des anathèmes aberrants. Mais comment vous vivez cette forme, j'ai envie de dire presque d'obsession à votre égard? Là, vous citiez cette personne qui a enquêté, disséqué, analysé vos liens, vos influences, vos fréquentations. Comment vous le vivez, ça? Alors, personnellement, je m'en fiche un peu parce que, encore une fois, c'était tellement médiocre que ça m'atteignait assez peu. Mais je le vivais mal existentiellement parce que c'est pas agréable de faire des conférences sur le voyage sous protection policière, ce qui m'est arrivé, si vous voulez. Mais je le vis avec pas mal d'indifférence, étant donné qu'ensuite, cette espèce de petit prurite, c'était un eczéma, si vous voulez, qui a vraiment concerné quelques rédactions, quelques personnes très particulières, et puis tout s'est dissous. Et donc, je peux pas... Ça vous amuse un peu? Le fait d'être diabolisé, le côté même infréquentable que vous disiez en début d'émission, ça vous émoustille? Non, je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que très franchement, moi, ça a été pour moi un grand objet d'abord d'incompréhension. J'étais un peu ébahi, puis ensuite assez consterné, et puis gêné quand même, parce que le malentendu est tel. Enfin, si vous voulez, c'est une sorte d'attaque assez diffamatoire, d'ailleurs, qui est là pour ça, d'ailleurs, qui est faite pour vous mettre des bâtons dans les roues, de l'acide sulfurique sur ce que vous essayez de dire, et ça rend impossible le débat, donc ça me chagrine. Oui. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, cet exemple-là? D'abord, il ne faut pas généraliser, parce qu'encore une fois, ça n'intéresse et ça ne concerne qu'une certaine catégorie de population dont toute l'information, la pensée, la réflexion philosophique ne vient que du tweet ou du réseau social. Donc, si vous voulez, je ne fréquente pas trop, moi, ce n'est pas les interlocuteurs que je recherche et que j'aime. Donc, je ne sais. Ce que ça dit de l'époque, c'est que aujourd'hui, le grand média de communication, comme on le sait, c'est le réseau social, donc c'est la pensée binaire, et par définition, une pensée binaire servie par une écriture binaire, qui est la définition de l'expression digitale, ne peut être que tranchée. Le bien, le mal, le rouge, le noir, comme dirait Stendhal, le bien, le mal, le on, le off, le jour, la nuit. Or, l'écrivain, le voyageur, n'aime qu'une seule chose, c'est le clair-obscur, c'est le brouillard, c'est le marécage, c'est l'entre-deux, l'interstice, le confin, les zones de friction, les tectoniques, c'est-à-dire tout ce qui précisément n'est pas binaire. Il y a un côté chez vous un peu nostalgique, un peu grandeur passée. Est-ce que le présent vous exalte, Sylvain Tesson? Oui, le présent me galvanise, mais le passé m'oblige. L'avenir m'épouvante un peu, m'indiffère sûrement, mais l'articulation, moi, que j'aime, c'est celle qui relie mécaniquement le présent et le passé, l'un fécondant l'autre, l'un adoubant l'autre, le premier, c'est-à-dire le présent, tirant ses leçons du second, c'est-à-dire le passé, et le passé structurant, portant, soutenant le présent. Donc voilà, ça m'intéresse. Voilà une articulation qui m'intéresse. D'ailleurs, pour reprendre notre apparente dissension avec Régis Debray, lui probablement a considéré que l'avenir était un sujet, puisqu'il a tenté par la révolution, par la pensée, par l'écriture, par la théorie, il a tenté de réfléchir au problème de l'avenir. Et la politique, du destin. C'est une projection sur l'avenir. Oui, bien sûr, c'est une tentative de peser sur l'histoire, de s'inspirer peut-être éventuellement du passé pour proposer une manière d'organisation pour les sociétés. Alors moi, encore une fois, c'est pas tellement d'ailleurs que ça m'indiffère ou que ça m'épouvante, c'est que, n'en étant pas tellement capable, je préfère, moi, consacrer mon énergie, mon appétit de la vie, mon intérêt que j'ai pour les choses, à l'exaltation de ce qui est. Ça, c'est le présent, et à la tentative de permettre à ce qui fut de demeurer. Alors ça, c'est mon goût pour le passé.
Dans sa préface, Olivier Frébourg vous présente à juste titre comme un Wanderer. Traduction littérale, c'est marcheur, randonneur, promeneur, mais le Wanderer, c'est Wagner, c'est le dieu des dieux qui descend de son royaume sur terre, l'exil, l'impuissance avant le crépuscule. C'est vous? Oui, mais alors moi, le Wanderer que j'aime est plus romantique. Il est pré-wagnérien, c'est plutôt le Wanderer de Schubert. C'est le vagabond, le marcheur, le promeneur, le flâneur, le promeneur solitaire. C'est-à-dire, c'est lui que j'aime, c'est cette espèce de figure qui est assez stérile en termes de sciences morales et politiques. Il ne sert à rien d'autre qu'à sa propre cause. Il essaye de ne pas influer, mais il essaye de ne pas non plus subir le diktat de la vie en communauté. Donc il s'échappe. Voilà, moi, la ligne que j'exalte, c'est celle de la fuite. Or, c'est une ligne qui n'est qu'esthétique. Le Wanderer est un dandy. Il n'essaye pas d'imposer sa marque à l'histoire. Il essaye simplement, le plus, comment pourrait-on dire, esthétiquement possible, de jouir de la beauté du monde, éventuellement de la célébrer et de lutter pour qu'elle perdure. Et ça, le côté ermite, voyageur, coupé du monde, c'est quelque chose qui est en vous depuis toujours, en fait. Oui, bien sûr. Alors, tout en... évidemment, moi, je raconte ce que je fais. Donc, de facto, dans un monde de communication qui est le nôtre en 2026, ça m'amène à intervenir sur la place publique. La preuve, on est ensemble et nous sommes en train de nous adresser l'un à l'autre, mais dans l'espoir que quelques auditeurs et spectateurs nous écoutent. Alors évidemment, là est ma contradiction, c'est que j'exalte absolument toutes les positions de retrait, de recul, de rétractation et de refus, tout en venant exposer sur la place publique devant le plus grand nombre l'exacte contradiction de ce que je viens de vous dire. Alors, bien sûr que ça crée chez moi une espèce de fracture paradoxale que ne manquent pas d'ailleurs mes détracteurs de souligner, mais je l'assume parfaitement. C'est-à-dire, en plus, moi j'ai un immense goût pour la formulation des choses et leur verbalisation. Je trouve ça merveilleux de jouer avec les mots. C'est un jeu superbe de langage. On est là, on se connaît à peine, on est en train de se dire des choses, on essaie de les rendre profondes, on ne sait pas exactement ce qu'on pense, on n'est pas très sûr de ce qu'on veut dire, et même, il y a même pire, mais ça, je ne sais pas si ça vous arrive, vous devriez répondre à la question profonde que je vais poser, il arrive souvent qu'au début d'une phrase, on ne sache pas exactement comment on va la terminer, ni exactement ce qu'on veut dire. Alors à partir du moment où vous aimez ça, cet exercice tellement hypnotisant du langage, qui parfois s'apparente à la maladie de la logorée, à partir de là, on parle, on raconte, on aime s'exprimer. Mais quand on se fait l'apôtre du silence, on devient un peu clownesque à toujours prendre la parole. Mais ça, ce paradoxe, appelons-le comme ça, votre père, le grand journaliste Philippe Tesson, disparu en 2023, il l'avait remarqué, il dit à quel point il a été épaté par votre parcours public aussi, alors vous étiez ce garçon solitaire. Oui, probablement, mais lui-même, d'ailleurs, sans doute est-ce de lui que je tiens ce goût de la parole. Lui était un homme public qui a consacré toute une partie de sa vie à deux modes d'expression merveilleux et deux modes d'explication de la condition humaine. L'un, c'était le journalisme et l'autre, c'était le théâtre. Il a d'ailleurs essayé de brouiller les lignes et de mêler les genres. Il a fait du journalisme par le théâtre et il a aimé le théâtre parce que c'est une sorte de journalisme supérieur. Alors c'est pour ça qu'on n'a jamais très bien su si c'était un homme de scène ou un homme de la rédaction. Et il a toujours aimé cet aller-retour de part et d'autre du rideau. Il prenait, lui, l'expression journalistique pour une hygiène. C'était son mot. Et c'est une hygiène. Le fait de parler, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dévoiler son arrière-pensée, c'est l'antidote au ressentiment. Le ressentiment, c'est le pire des vices. Ça consiste à garder en soi les rancunes et les rancœurs qui finissent par vous amertumer et par vous aigrir. C'est ce que Nietzsche dénonce dans la généalogie de la morale. C'est un texte superbe sur ce problème de l'humanité qui est le ressentiment et qui mène à toutes les guerres, à toutes les révolutions mal vécues et à tous les bains de sang. La transmission, ça c'est quelque chose que vous avez en commun, le côté passeur, vous et votre père.
Oui, sans très bien d'ailleurs agir pour ça. Encore une fois, moi, ni lui ni moi, je crois, n'avait vraiment l'intention de graver ni ses discours dans le marbre, ni ses œuvres dans la postérité. La postérité, c'est mon cul sur la commode, si vous voulez. Il y a d'abord un principe qui nous guide, et je crois que c'était le principe de l'hygiène oratoire de mon père, qui était le principe du plaisir, l'extraordinaire plaisir que confère la prise de parole. L'oralité, c'est merveilleux, c'est ce que les Grecs avaient inventé avec le théâtre pour résoudre les problèmes entre les membres de la société. On se mettait dans un amphithéâtre et on inventait une tragédie. Et ça a donné Sophocle, ça a donné Euripide, et les problèmes s'annulaient. C'est extraordinaire, la puissance dissolvante de l'amertume par la prise de parole. C'est quelque chose qui devrait être recommandé par les services de santé publique. Et pourtant, pas d'héritier vous concernant, Sylvain Tesson. Oui, pas d'héritier, oui. Oui, ça, je suis passé à côté de cela. Oui, ça, ce sont des questions que je moue du verbe moudre, encore. Encore. Ce livre aussi, rappelons son existence, Philippe Tesson, Le quotidien de l'éternité. Le quotidien de l'éternité, c'est la formule que vous avez prononcée à son enterrement, je crois. Oui, il est mort en 2023. Et lors des obsèques à Saint-Germain-des-Prés, église du 6e arrondissement de Paris, j'ai imaginé mon père avec ma mère sur un nuage en train de lancer à nouveau un titre de presse qui s'appellerait Le quotidien de l'éternité. Mon père avait dirigé pendant une vingtaine d'années le journal Combat, issu de la Résistance. Lui ne l'a pris qu'en 1962. Puis il a fondé le quotidien de Paris. Et puis ensuite, il est intervenu politiquement par des éditoriaux au Point, au Canard enchaîné et dans la Revue des Deux Mondes. On a eu des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers d'éditos sur tous les sujets de société, les sujets de géopolitique, de stratégie, de science, de politique. Il aimait beaucoup aussi la politique électorale, ce qui vieillit le plus vite, si vous voulez. La tambouille. Oui, la tambouille, si vous voulez, l'arrière-cuisine. Sauf que, comme l'arrière-cuisine existe dans le cœur des hommes, puisque partout où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, c'est-à-dire de la misérable petite mécanique, de petits arrangements, vous les connaissez autant dans votre confédération que nous les connaissons dans notre République, toute cette petite arrière-cuisine est en réalité ce qu'il y a de plus éternel, impermanent et immémoriel chez l'homme. Parce que qu'est-ce que c'est que le pauvre homme ? C'est quelqu'un qui va vivre dans un intervalle sur lequel il n'a aucune prise, qui s'appelle son existence, et qui va essayer de se répandre, d'accumuler, de garder le pouvoir et si possible de l'étendre. Alors à partir de ces invariants-là, quand vous faites du journalisme, vous faites en réalité de la philosophie, puisque vous parlez des vieilles permanences qui sont dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'il a essayé de faire. Et l'éditeur Olivier Frébourg, dans le quotidien de l'éternité, a réuni peut-être 200 de ses meilleurs éditos qui ont été livrés sur, rendez-vous compte, 75 ans de vie politique, puisqu'il est mort à 95 ans. Il avait commencé à écrire à 20 ans. C'est un vrai témoignage de son passage à votre père. Votre regard sur la presse, vous la lisez, vous suivez l'actualité ? Non, moi, ce qui m'intéresse, le sujet qui m'intéresse dans la presse, c'est le médium. Quelle est la table sur laquelle on grave l'expression ? C'est quand même fantastique de penser qu'on a commencé par peut-être des gestes ou des peintures pariétales et que maintenant on a des écrans plasma quasiment branchés dans nos lobes cérébraux. C'est cela qui m'intéresse moi, c'est de voir combien la machine, en réalité, finit par non seulement influer sur le message, mais finit par le créer. Et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous vivons en ce moment, vous et moi, une période qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, qui s'appelle, appelons ça la révolution digitale. Ça a 20 ou 30 ans, et ça a évidemment complètement transformé nos rapports, non seulement à la chose écrite, mais à la vérité, au discours, donc à la pensée, donc à la vérité. Et c'est ça qui apparaît comme un événement littéralement écrasant pour la pauvre race humaine. C'est que soudain, nous avons une machine qui est en train de nous dicter ce que nous devons être.
alors qu'autrefois, la machine nous servait à assouvir nos besoins. Enfin, tout ce que je dis là est très banal, mais c'est ça l'événement qui, moi, me fascine. C'est la technique contre la technologie. Oui, voilà, absolument. C'est la technique contre la technologie. C'est pas pareil et il faut absolument bien dissocier ce qui appartient à tout l'appareillage matériel que l'humanité avait inventé pour se tirer de la souffrance, pour améliorer ses capacités, pour répondre à ses besoins et pour assouvir ses désirs. Mais c'est pas pareil que la technologie, qui est une matrice qui s'intègre à nous-mêmes, qui finit par être absorbée par notre pensée et qui finit par la conduire. C'est la différence qu'il y a entre un être qui est votre ami et un être qui est votre maître. Un mot d'actualité en France, le monde littéraire. En émoi, vous devinez la question que je vais vous poser. Licenciement d'Olivier Nora de chez Grasset. Alors vous êtes équipe écurie Gallimard, évidemment. Licenciement par Vincent Bolloré. Alors plusieurs centaines d'auteurs annoncent leur départ de cette maison. Est-ce que vous partagez cette indignation? Non, mais je l'ai assez mal suivi parce que j'étais dans la haute montagne. Bon, l'histoire n'est pas très compliquée. Hein. Oui, j'ai bien compris à ce moment-là. Non, mais en plus, j'ai quand même lu les journaux. Mais quelle est votre question? De savoir si c'est inédit, si c'est... Est-ce que vous partagez cette indignation? Mais l'indignation de qui? De centaines d'auteurs qui décident de claquer la porte de cette maison. Moi, j'ai l'impression que le départ d'Olivier Nora a créé un remous dans lequel il est quand même très nécessaire de voir chez les écrivains qui l'ont suivi un très beau mouvement que moi j'aurais partagé si Olivier Nora était mon ami. Je comprends très bien ça, parce que les liens qu'on entretient avec un éditeur sont des liens très profonds qui dépassent évidemment la relation professionnelle. Il faut voir ce que c'est un livre quand même. C'est quand vous vous donnez vous-même. C'est comme un harakiri, vous mettez vos tripes sur la table avec l'espoir que quelques lecteurs vont s'y intéresser. Alors vous vous rendez compte ce que c'est qu'une relation avec un écrivain. C'est l'homme qui vous connaît le mieux au monde. Parfois presque plus que vos conjoints. C'est lui qui est à la manœuvre pour la création de vos confidences, de votre livre. Donc quand il part, on le suit, ça me semble normal. Je crois qu'il faut dédramatiser. Il n'y a rien de politique. Bah si, certainement. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est une histoire très française avec une indignation. Alors il y a les forces morales et les forces immorales. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Il y a les forces de l'obscurité et les forces de la lumière. Alors on fait comme ça une espèce de dialectique extrêmement tranchée. Comme ça permet d'aller vite. Mais moi, ce que je vois, c'est des amis qui ont suivi quelqu'un qu'ils respectaient, qu'ils estimaient et qu'ils aimaient. Et bien voilà, moi c'est ce qui doit... Enfin, moi, ce qui me guide, d'abord, c'est les battements du cœur, avant d'être la conformation à un discours politique qui devrait être celui en place à un moment donné. Moi, c'est comme ça que je vois cette histoire, et peut-être me trompais-je. Vous dites vouloir rester très éloigné de la politique, Sylvain Tesson. Il y a chez vous cette fascination quand même pour une forme de verticalité du pouvoir, notamment chez les Russes. Grand amateur, admirateur de la culture russe, Sylvain Tesson. Oui, enfin attention, parce que quand vous dites la verticale du pouvoir et que vous y associez tout de suite à une slavophilie, on peut imaginer que tout à coup, il y a la fascination pour Poutine. C'est ce qu'on pourrait penser. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais c'est le cas dans dans la manière dont vous posez la question, en apposant presque par réflexe l'idée de la verticale du pouvoir et l'amour de la Russie. Alors je me permets, si vous m'en laissez l'occasion, de distinguer ce qui appartient à un amour profond pour un espace géographique, culturel et artistique qui s'appelle la Russie, qui n'a pas été sans écho dans notre petite péninsule occidentale. Enfin, nous avons beaucoup aimé l'absolu, le romantisme, je ne sais pas, on peut donner 1000 formes à cette espèce, tout à coup, de retentissement de cette profondeur russe en Europe de l'Ouest. Et puis, il faut la distinguer de ce que j'ai cru, moi, dans les années 2000, que Poutine apportait à la Russie, c'est-à-dire une espèce de remise en selle. Oui, je l'avoue, j'étais triste en 1991
Je voyageais beaucoup en Russie, et je voyais une Russie qui était pauvre, qui était triste, qui souffrait, qui sortait de 70 années de communisme, et j'ai cru, peut-être trop vite, peut-être trop rapidement, parce que je n'ai pas réfléchi, parce que d'ailleurs, moi j'allais dans les forêts de ce qu'on appelle le Daniel Vostok, qui est l'extrême-orient russe. J'ai cru à un moment que Poutine représentait une espèce de forme de conservatisme. Voilà. Et puis, je ne m'apercevais pas que le Poutine se métamorphosait, qu'il y avait une radicalisation. Enfin, je ne savais... Je n'avais pas, si vous voulez, comment pourrait-on dire, l'acuité d'observation pour comprendre ces périodes-là. Alors voilà, maintenant, mon cœur saigne parce que je vois une guerre qui dure depuis février 2022 et qui fauche des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de vies. Un mot sur votre succès à vous, Sylvain Tesson. Est-ce que vous comptez le nombre de livres vendus ? Des millions peut-être ? Non, mais alors... si on les additionne ? Non, je les compte pas parce que je suis pas très bon, moi, en statistique. Mais oui, j'ai rencontré une faveur commerciale que je ne... D'ailleurs, qui me ravit, parce que c'est très agréable, évidemment. Bien entendu que c'est agréable. Et il n'y a aucun écrivain honnête qui pourrait dire que ça ne l'est pas. C'est merveilleux. Est-ce que la question que je me pose parfois, c'est est-ce que cette espèce de facilité commerciale qu'un écrivain, tout à coup, un jour dans sa vie, rencontre à l'occasion de la sortie d'un livre qui marche mieux que les autres, est-ce que ça transforme ensuite votre écriture ? Je ne sais pas. Peut-être un peu, parce que vous n'avez pas envie que le livre d'après marche moins bien, alors vous vous imaginez que celui qui a rencontré beaucoup de faveurs, vous imaginez que le succès répond à un certain nombre de recettes que vous essayez de reproduire. Et c'est impossible en réalité, parce qu'il y a un mystère quand même des succès économiques. Il y a un vrai mystère, on ne sait pas pourquoi. Il y a tout d'un coup un livre qui rencontre un public, j'en sais rien. J'ose espérer que ça n'a pas changé, ni mon plaisir d'écrire, ni la tentative de dire les choses avec le plus de sincérité possible. Succès populaire, succès aussi vis-à-vis des pairs, vis-à-vis des observateurs, des prix, plusieurs prix littéraires importants. Il y a eu le Goncourt de la Nouvelle en 2009 avec Une vie à coucher dehors, le prix Renaudot 2019 avec La Panthère des Neiges notamment. Est-ce que ça vous touche, ces prix, ces médailles, ces distinctions ? Oui, bah, bien sûr, évidemment que c'est... Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Qui ? Bon, je ne sais pas, ça a déjà arrivé que des gens refusent une médaille en disant non, je ne m'abaisserai pas à ça. Oui, non, moi j'aime bien la position de Raymond Aron, ne rien demander, ne rien refuser, ne rien porter. C'est magnifique cette position-là, c'est-à-dire que bien entendu que moi aussi, enfin franchement, refuser l'applaudissement au nom de la modestie, c'est un acte d'orgueil incroyable, quoi. Moi j'aime ce qui advient, c'est l'amor fati nietzschéen, donc quand on vous couronne d'un prix qui de surcroît va mettre du beurre dans les épinards et vous permettre ensuite de faire de nouveaux voyages ou de financer plus facilement vos expéditions, franchement, qui refuserait ? Non, c'est même un plaisir. Enfin, franchement, la mécanique de l'écriture, elle est double tout de même. Il y a évidemment le plaisir à un moment d'agencer sa pensée en verbes, en mots, ça s'appelle la formulation, c'est quand même un exercice alchimique qui est merveilleux, mais aussi tout de même l'arrière-pensée, qui n'est pas méprisable, de vouloir être lu, y compris par le plus grand nombre. Alors, c'est quand même merveilleux. Alors non, bien sûr que non, moi je ne serai jamais bégueule et je ne jouerai jamais aux espèces de précieuses ridicules qui prétendent que le succès est honteux et que la faveur du public est méprisable. Un dernier mot sur l'avenir, est-ce que l'Académie française, ça pourrait vous intéresser ? Non, mais il m'est arrivé que très aimablement, peut-être parce que à un moment j'ai eu un accident, je suis tombé par terre, alors très aimablement des messieurs de l'Académie française, des amis, comme notamment mon ami Jean-Christophe Ruffin, ou Jean-Marie Roy, pour qui j'ai beaucoup d'estime, ou Pascal Horry, l'historien merveilleux qui a beaucoup intervenu pour faire connaître la culture populaire. Il est arrivé que certains d'entre eux, Pierre Rosenberg aussi, me proposent de faire ma demande. Et alors, malheureusement, physiquement, je n'ai pas la position, je n'ai pas le calme et la stabilité nécessaires. Il faut être un peu là quand même pour aller sous la coupole.
Et moi, je ne suis pas là. Je suis tout le temps en train de prendre le chemin de traverse, l'issue de secours, le chemin de contre-escarpe, la crête de rocher. J'aime vivre perpétuellement sur le fil du funambule. Ce n'est pas pour m'asseoir dans un fauteuil. Moi, ce qui m'embête dans le fauteuil de l'immortel, c'est le fauteuil. Et puis l'immortalité, j'y crois pas. Donc ça fait quand même beaucoup de contre-indications pour accepter. Et puis encore faudrait-il qu'on me le demande vraiment. Merci beaucoup Sylvain Tesson d'avoir Merci. été notre invité. Je rappelle ce livre, Le Grimpeur et le Grognard. Et puis, chez le même éditeur, Philippe Tesson, Le Quotidien de l'éternité, ce témoignage de son passage. Merci infiniment Sylvain Tesson. Merci, merci Jérémy.